Merci de faire confiance à la référence sportive Sport FM. Voilà pour l'émission Samedi Sport. Comme tous les samedis, nous disons bonjour à Elom Adovon pour la vidéo de cette émission. Une vidéo, on vous le rappelle, que vous pouvez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. En studio, Ibrahim Kader, Abdelkader. Bonjour, merci d'être en studio. Bonjour Franco, bonjour auditrices et auditeurs du Sport FM. Tout va bien? Très bien Franco. Bien. Alors on va parler un tout petit peu de la CAN des moins de 20 ans qui a lieu au Niger avec l'Afrique du Sud et le Nigeria qui ont déjà leur billet pour le tour suivant dans le groupe A. Par contre, on attend le dernier qualifié dans le groupe B. Le Sénégal a déjà son billet. On attend ce match-là entre le Ghana et le Mali pour boucler le dernier carré. Bien malin qui va dire entre le Ghana et le Mali qui va se qualifier parce que c'est deux équipes qui se valent très bien. Ils ont fait un bon tournoi. Mais l'expérience aidant, le Ghana a beaucoup fait cette demi-finale et certaines finales. Et le Ghana peut partir favori. Mais les Maliens, eux aussi, ces dernières années, sont très pimpant et je pense que le match sera très âprement disputé. Oui, lorsqu'on voit un peu les 8 qualifiés pour cette édition de la CAN des moins de 20 ans, on voit 6 pays de l'Afrique de l'Ouest. Il n'y a que 2 pays qui viennent d'autres zones, notamment l'Afrique du Sud qui vient de la zone australe et puis le Burundi qui vient de l'Afrique de l'Est. 6 pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais dans les grandes compétitions, à savoir la CAN senior, parfois c'est l'Afrique de l'Ouest qui taille la plus grande partie du gâteau. Et ça démontre tellement que dans certains pays, si nous prenons l'exemple du Sénégal, du Mali, du Ghana, du Burkina, ils font un travail de fond, un travail de base. Je vous disais, ils ont une politique sportive. Chaque temps, je parle d'une politique sportive. Dans ces pays, ils mettent les moyens pour développer le football. Et c'est ça qui paie. Et c'est eux qui font grossir le nombre des pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, on va dire déjà que cette coupe-là est réservée, est promise à l'Afrique de l'Ouest? Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de doute parce que je sais que le Nigeria sera qualifié pour la grande finale et je suis sûr qu'entre le Mali, le Sénégal et le Ghana, il y aura un finaliste et c'est une finale ouest-africaine. Et qu'est-ce qu'on attend ici pour copier? C'est ça, je vous disais entre-temps que c'est la politique qui ne marche pas, la politique sportive qui ne marche pas, on ne travaille pas à la base et ça fait que, il y a certains centres de formation qui se débrouillent, malgré eux, ils font avec leurs moyens de bord et ils n'arrivent pas à réussir parce qu'il faut mettre les moyens. Pour réussir, il faut mettre les moyens à la base. Si vous mettez les moyens à la base, là, vous allez réussir. Il faut une politique sportive. Je le dis chaque temps ici quand je viens dans ce studio-là. On n'a pas. Donc c'est ça qui peut tout régler, une politique sportive. Voilà, sans ça, on ne peut rien faire. Sans ça, il n'y a rien. On peut avoir un meilleur ministre des Sports, on peut avoir un meilleur entraîneur, on peut avoir un meilleur président de la fédération de foot. Ça ne va pas. Ça n'ira pas. Donc, il faut mettre les moyens dès la base et puis ça va donner. Voilà, on a parlé de la CAN des moins de 20 ans qui a lieu au Niger. On vous rappelle que le Nigeria s'est qualifié dans le groupe A. L'Afrique du Sud aussi s'est qualifiée en étant deuxième avec 5 points. Dans l'autre groupe, le groupe B, le Sénégal est le meilleur pour le moment après 2 matchs. La qualification est déjà dans les poches des Lionceaux de la Teranga. On attend donc ce match entre le Mali et le Ghana pour déterminer le 4e qualifié pour les demi-finales. Et on vous rappelle, ces pays, les 4 qualifiés pour les demi-finales vont représenter le continent à la prochaine Coupe du Monde. Bikinti qui est d'ailleurs leader de la D1 nationale de football, un club qui se montre en forme sur les derniers matchs. Voilà, quant aux subventions, il dit que c'est très difficile et il faut que les autorités viennent en aide aux clubs. Depuis, ça fait 4 millions pour les clubs de première division et on va dire 2 pour les clubs de D2. Ça ne pourrait rien faire. Aristide Quevidien, bonjour, bonne arrivée. Merci, bonjour à tous. Tout va bien? Très bien. Mama Wiao, merci d'être là. Oui, bonjour à tous les auditeurs de Sport FM et à tous les sportifs de. Et la JFT, ça se porte bien? Ça se porte à merveille. Bien.
Un autre match qui alimente les débats par rapport à cette 16e journée de la première division nationale de football, c'est le derby de la Cosa entre ASC et ASCO. C'est un match entre grand frère et petit frère, comme l'a dit l'entraîneur Patumbi Liabe, qu'on va écouter après. Mais avant, l'avant-match avec Latif Yorouma. Le seul tam-tam cabier va résonner dans les travées de l'Evala Stadium ce dimanche à la faveur de ce derby de la Cosa. Un duel fratricide, acte 4 pour une deuxième année de vie de la SCK dans l'élite. La ville de Kara sera donc divisée le temps d'un match dans l'arène de lutte entre les condonnants ASCO et ceux que l'on peut se permettre d'appeler les AOSA. Sauf que les conducteurs en frères cadets sont superbement favoris sur le papier. Les hommes de Boureima Kaboré sont deuxième au classement contre une place de relégable pour leur frère aîné ASCO. Mais attention, les statistiques récentes sont largement en défaveur des conducteurs dont les engins sont bloqués sur la nationale numéro 1 pour cause de panne mécanique. Mani Sapoul, pour sa première dans ce derby cabier, doit montrer la voie à ses partenaires en vue de mettre fin à cette galère de 3 matchs sans victoire en cette année nouvelle. Patumbi Liabe et ASCO en difficulté ont aussi besoin d'enchaîner après le succès combien précieux face à Fouadan dimanche dernier. Nous jouerons entre nous que le fair play règne, avait lancé le coach béret rouge d'ASCO. Un discours fraternel certes, mais le rectangle vert reste une autre réalité. Le trio Tchakei Marouf, Ouronimini Nazif, Nassam Alassane a une mission, prendre une revanche sur la SCK, déjà vainqueur à l'aller 3-1. Autre détail, ASCO a déjà perdu 2 des 3 premiers derbys de la Cosa face à son cadet. Une aubaine pour remettre les pendules à l'heure et pourquoi pas quitter aussi le banc des condamnés. Voilà, l'avant-match ASCK ASCO avec Latif Yorouma, Aristide Covidien. Oui, petit frère et grand frère vont se rencontrer demain pour le derby de la Cosa. Qui a l'avantage selon vous? Non, mais écoutez, sur la pelouse, il n'y a pas de grand frère ni de petit frère. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a cette question des hiérarchies dans le football, mais nous sommes dans un championnat togolais où tout peut arriver dans n'importe quelle condition. Un championnat togolais où à tout moment le dernier peut battre le premier. C'est vrai, je le disais le week-end dernier, que quand vous prenez par exemple la Cosa, comme on le dit si bien avec cet adage, le malheur des uns peut toujours faire le bonheur des autres. Vous savez qu'aujourd'hui, par rapport à la position de l'ASCK et par rapport à la position d'ASCO de Kara, on peut dire quand même qu'au moins cette préfecture de la Cosa a eu le bonheur avec ASCK et le malheur avec peut-être cette équipe d'ASCO de Kara. Maintenant sur le terrain par rapport à cette 16e journée, je pense quand même que ça va être âprement discuté, surtout qu'il s'agit d'un derby. Un derby en ce sens que les supporters vont se partager. Vous savez que par moment à Kara, lorsque par exemple ASCO doit jouer, il y a des supporters de l'ASCK qui supportent ASCO. De la même façon, lorsque ASCK va jouer, il y a des supporters d'ASCO qui supportent ce club. Ce qui voudrait dire tout simplement que les supporters vont se partager. Et cela va également avoir des incidences parce que vous savez, le football avant tout se joue à 11, mais le public est toujours désigné, à mon avis, comme le 12e homme. Et ce 12e homme, tout comme les 11 joueurs du champ, mérite donc toutes les attentions. Et donc, je crois que les attentions seront focalisées à ce niveau, côté public. Enjeu de la rencontre aussi, l'enjeu de la rencontre également fera partie de la détermination du résultat final parce que c'est vrai, ASCO est sur une pente glissante. ASCK a perdu récemment face au dernier Gbolesou. Et je crois quand même que pour donner confiance, n'est-ce pas, à ces conducteurs sur la nouvelle voie qui a été rénovée, puisque vous savez que au niveau d'Aledo ou encore au niveau de Bafilo, il y a maintenant plein de contournements. Maintenant, ils peuvent contourner, puisque puisque Latif parlait d'un freinage de leur camion entre-temps, donc je crois qu'ils peuvent contourner. Maintenant, on a des routes assez rénovées. Je pense également, pour être beaucoup plus sérieux parlant de ce match, que ça pourra se terminer sur un score de parité. Un score de parité. Nous allons tout de suite écouter l'entraîneur Patumbi Liabe dans une brève réaction par rapport à ce match. On joue entre nous à Kara, le derby de la Cosa, entre grand frère et petit frère, nous allons nous entendre, le fair play va régner, ça va se passer très bien. Voilà, le fair play va régner. Mama, oui, au ASCK. ASCK qui reste sur une série, on peut le dire, noire. ASCO sort d'une victoire face à Fouadan. ASCK, au même moment, perdait contre la Lanterne Rouge
Rouge Goulesso. Mais où se trouve le déséquilibre? Qui a la pression parmi ces deux clubs? La pression, je pense que c'est sur, franchement, tout observateur doit savoir que c'est sur ASK. C'est vrai. Qui est en train de perdre, ou bien qui a perdu récemment la commande au niveau de la tête du classement. ASCO, depuis, est tombé dans la léthargie. Ils sont en train de revenir avec une victoire la fois dernière. Je pense qu'ils vont vouloir rester dans la dynamique, mais la pression est surtout sur ACK qui doit reprendre la commande et retrouver ses lettres de noblesse. Puisque ce club-là, dans tous les compartiments, je pense qu'ils ont les joueurs qu'il faut, mais seulement c'est une série noire. Tout club a cette série noire. Vivement qui trouve la bonne formule pour regagner et commencer par engranger des points au fil des matchs. Mais je voudrais ajouter tout simplement que les vieux démons de Tablibo ne reprennent pas ce match-là entre les deux frères de la Cosa, parce que rien. Moi, j'étais navré, je ne sais pas si on va revenir sur ce sujet dans ce studio-là. J'étais navré, j'étais choqué qu'on puisse adopter ou bien avoir des comportements qui sortent d'une autre époque à Tablibo. Donc on va y revenir. Je pense que ça ne va pas revenir à Kara. Le football est fédérateur. Si le football doit servir à déchirer le tissu social, excusez-moi d'être trop dur, je ne vais pas prononcer le mot. Je ne pense pas que ça doit être de mise de continuer à jouer le football. Puisque la base du football même, c'est unir les peuples. Si d'abord, les peuples, par nature, ce n'est pas d'une même localité, c'est les peuples environnants. Mais si dans une même localité, on peut courir derrière quelqu'un comme un gibier, je pense qu'il faut repenser à ça. Oui, Nini Sebabi, le match ASK ASCO, mais en attendant, on prend la direction de Sokodé pour y voir un peu ce qui se passe et que l'air qui doit être quelque part pour le match avancé de cet après-midi entre, on va dire, Esbina et Agoua. Bonjour, Rounyama France. Bonjour aux auditeurs de la référence sportive, les 91.9, la rue des Colibris, Sport FM Lomé, la radio la plus écoutée dans la région maritime. La radio au cœur des événements. Nous sommes là partout où il y a le sport. Le tout pour le Togo. Nous sommes là, Rounyama France. Oui, bon. Jusqu'à la fin. La deuxième journée de la première division nationale de football. Il y a des matchs forcément qui concernent les clubs de votre zone là-bas. Mais qu'est-ce qu'on peut en dire tout de suite? Ah oui, mais pour ce qui concerne, on commence par le championnat de l'élite Rounyama France. Oui, bien sûr. Et que d'après la première division, on aura demain des derbys entre les PRCM, on aura demain à Kara, le derby Kabier, entre l'ASK de Kara, l'actuel face à l'ASCO de Kara, 12e au classement avec 17 points. L'ASK avait eu raison de la faute 3-1. Les conducteurs disent nous devons rééditer l'espoir. Les joueurs noirs ne veulent plus entendre cela de et c'est là qu'on verra le peuple qui aime le football. ASK, si vous voyez, l'ASCO de Kara, dites-vous que tout est fait prêt ici à Kara pour l'explication des deux équipes. Entre les bleus de l'ASK, les noirs de l'ASCO, puis repartira avec les 3 points. Les conducteurs ont le vent en poupe parce qu'ils sont de sorte dynamique avec le retour de Mani Sapol, avec un certain Fabio Joseph et autres. Je crois que les protégés de Patoumil, il y avait au vont souffrir durant les 90 minutes. Mais attention, le football n'est pas mathématique. Ça, c'est l'étape de Kara. Si nous posons nos valises à Kabou, ça serait toujours dimanche. Le face-à-face oppose Vicenti de Bassar, les Lions du Mobaba Bassar, les Lions du Mobaba Bassar qui étaient dans la zone relégable pendant 3 journées. Aujourd'hui, ces hommes seuls nous a laissé entendre Daoun Bundu, le président de Vicenti de Bassar. Il joue comme de Palibé à 23 km de l'Est, mais toujours sur le territoire Bassar. Ça, c'est comme parce que l'équipe de Vicenti, les Lions ont le vent devant les Showboys, ils ont terrassé le leader, et là, c'était l'AFK de Kara. Ensuite, ils ont refusé de payer les impôts à l'équipe de la SOTR. Ils ont fait tomber Sénati de Tokoré. Ils veulent faire la passe de 4 dans ce championnat de 2-1, commis de Taversi, c'est sur le terrain de la paix à Cap dimanche. Si on va à Dapao, le dynamique Tokoré est déjà en place. Poisson qui a alimenté son entraîneur il y a de cela quelques journées. Et
Kamba, l'ancien joueur, et adjoint de Sobalde qui va diriger la partie. Si tout s'est bien voyagé, l'équipe de Fouada est averti de tout cela avec violence à 0. Si on redescend, c'est intervité entre Saraswat et Bafilo, actuel 3e, et Semasi de Sokode, qui est actuellement 9e. De Sarah a réussi un nul face à Maranata de Fiofo, tandis que Semasi a servi l'équipe de Bikenti de Bassara Kara, mais la est revenu dans la maison de Semo avec tous ses mouvements en semaine, limogeage, et finalement c'est Abraham Samer qui arrive en portier, nommé conseiller technique du côté de Semo. Ils ont repris les séances d'entraînement jeudi matin et soir. Hier dans la matinée, on a fait un crochet. La sérénité hier, je crois que les joueurs sont rentrés droit parce qu'ils parlaient aussi des salaires. Et tout est. Et demain, ce serait un match ouvert, un match difficile pour les deux équipes. Les Semo, quand la sérénité hier, ça gagne. Les Semo, quelqu'un dira, ce matin avant notre départ de Cara, il nous disait justice, même à sec, la rivière garde toujours son nom. On verra demain. Au match aller, Sarah avait battu l'équipe de Semasi de Bamak de 2-1. Demain, il faut le tenir public. Ça serait public tout qui va quitter Bafilo Koumoun. Allez, réaliser pour venir suivre ce match-là. Toujours 0. Achamba, Koroki Metete, son hospitalité Maranata de Fioko. Maranata a quitté la région centrale il y a 2 semaines. Ils ont face à Semasi de Sokode, le Koroki s'est négocié les matchs à domicile. On verra se retenir sa partition dans ce championnat national de football de première division. Oui, voilà, donc ce qu'on peut retenir par rapport au match, il y a de très intéressantes affiches. Là-bas, c'est Massissara, Koroki, Maranata, ASK, Asko, Bikenti, Gomido et Fouadan, Dito. Alors, lorsqu'on descend un peu, ou bien, parlons un peu de ces Massi. Bon, est-ce que l'arrivée d'Abraham Samer a donné un certain engouement là-bas? Oui, mais je crois que, par rapport à ce que vous dites, je crois que tout le monde aujourd'hui se calme sur sa position, parce qu'ils savent que ça se complique au finish. C'est deux qui vont tomber. Quand vous voyez la dernière équipe relégable qui n'a autre que le sous d'Aléro, et puis à la tête de Bikenti de Bassar, si la dernière équipe fait le rôle top que Bikenti a réussi, elle va revenir directement en première position. Bikenti qui était pratiquement au milieu du tableau 9e ou 10e après 3 victoires, et aujourd'hui leader. Il faut se dire que chacun est en train vraiment de jouer sa chance, mais on va aussi parler de la deuxième division du Nama français. Oui, allons-y avec le match déjà de cet après-midi entre AS Bina et Agoua. Voilà, je crois que cet après-midi, l'AS Bina reçoit les héritiers de Koussountou. L'AS Bina reçoit Agoua de Koussountou. Ça serait à Fagouda sous le coup de 15 heures. Rodi Amdan, qui est à Agoua de Koussountou, un match lui réussi à Sotouba, une victoire face à Unisport. Katanya Moustapha, nous avons rencontré ce matin. Nous devons jouer notre batou, parce qu'aujourd'hui, il faut réfléchir aussi la portion de mathématiques, et on met les équations aussi et mathématiques. Ils joueront contre l'AS Bina. S'ils arrivent à arracher nul cet après-midi, ils seront en première division selon le président. Nous allons tout faire pour battre Agoua. Nous allons tout faire pour battre Toumé de Mango et négocier un nul avec Odalou de Cameroun. Et le tour est joué. Ce que nous avons cherché plusieurs années. L'année 2019 sera une année d'Agoua de Koussountou. À Sotobois, le poursuivant immédiat. Une histoire de Sokode jouera Coupa Club de Sotobois. Le malheur des enfants de bonheur des autres Koroki Metete. Et là, si Agoua perd cet après-midi, il gagne à Sotobois, tout est relancé. En embuscade, Kakadre de Dépalé et en embuscade, ils iront jouer un match difficile à Mango. Et puis le match des mal classés, ça sera au Dalou de Kamone, TAC de Sokode. Tout cela avec violence à 16 €. Et cet après-midi en direct, ça serait inspirant face à Agoua de Koussountou que vous allez suivre sur la radio leader avec Inou Sagera du côté de Papouda, Franck Mounyama. Oui, disons aussi qu'il y a eu quelque chose hier à Sokode. Les travaux, la visite pour les travaux, pour démarrer les travaux de la pose de la pelouse synthétique, c'était hier et vous avez eu à assister à ça. Comment ça s'est passé? Ah oui, je crois que hier, alors qu'il y avait un tournoi des personnes handicapées qui se jouaient dans la délégation dirigée par Diakondo Sibabé, le président de l'infrastructure est arrivé au municipal de Sokode avec les frères hollandais d'origine camerounaise. Ils ont fait le tour du stade, ils ont pris des dimanches et vous avez eu la réaction de ce dernier, M. Franklin, qui est hollandais d'origine camerounaise. Et là, je crois qu'il nous a dit, messieurs, soyez rassurés, ici le travail va
faut pratiquement maximum 2 mois. Maximum 2 mois, parce qu'ici, il n'y a pas tellement de travaux comme à Tapamé, comme à Kara. Ici, l'essentiel est déjà fait. On va seulement revoir les contours, plus la pause, et le reste, maintenant, le tour est joué. Le mois, à la fin de ce mois de février, les travaux vont commencer. Et demain, ça sera la remise des clés de ce terrain synthétique-là. Et je pense que c'est la joie immense d'abord de Chaco de Topamé et ensuite le président de la délégation spéciale Chaco de Ouattara qui disait aussi la récréation est terminée. Et après cette réflexion, je crois qu'on ne va plus permettre aux moutons de faire leur entrée. On ne va plus permettre la traversée du stade. On va mettre les points sur les îles. Soyez rassurés, l'homme le plus heureux, c'est moi, Chaco de Ouattara. Et on dira un jour, tout à l'heure, Chaco de Ouattara, président de la délégation spéciale. On a posé le gazon synthétique à Socoré. Ce matin déjà, l'espère a repris la route. Il dit les conteneurs ont quitté la Hollande en direction Lomé. Et là, on verra ce qui va se passer à Tapamé, à Socoré et à Kara d'ici la fin du mois de mai. Soyez rassurés. Je crois que le peuple a accueilli cela avec beaucoup de satisfaction. C'est ce qu'on attendait il y a de cela plusieurs années. Nous, enfin, et cette fois-ci, nous attendons les débuts des travaux et on fera commentaire minute par minute, jour par jour, semaine par semaine par rapport à la situation que nous allons vivre avec l'évolution de ces travaux pour la pose du gazon synthétique au niveau du stade municipal de Soukouré à Kara, à Tapamé. Mais le peuple a dit Alhamdulillah. Quand un musulman te dit Alhamdulillah, ça veut dire qu'il est satisfait de ce qu'il a reçu par rapport à la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, nous avons. Oui, merci. Merci de nous avoir donné toutes ces précisions. On se retrouve cet après-midi pour ce match intéressant entre AS Bina et Agoua de Koussountou. À très bientôt. Rendez-vous 15 à Pagouda, AS Bina, face à Agoua de Koussountou pour la 2e division. Et demain, on repassera la nuit à Kara. Demain, nous serons au stade de la paix, à Kabou, pour l'explication. Pour l'explication, Bikenti de Bassar, face à Gomido de Balimé. Gomido est averti parce que les Lions ne peuvent plus laisser les Lions sur son passage. Tout cela en direct par FM. Avec vous, il nous saluera. À vous, c'est la plus tard. À très bientôt. On était avec vous, Nieni Sebabi, par rapport à ce derby de la Cosa entre ASCO et ASECA. Sinon, ASECA qui reçoit ASCO. Oui, ça se présente comment? Un club qui est en doute et puis un autre qui voilà, est complètement, on va dire, désarmé. ASCO est le premier relégable au classement. Je pense que c'est deux clubs qui se connaissent très bien. Donc, moi, je vais parler sur l'aspect tactique, technique du jeu. Et ça dépendra aussi de la façon que ASECA va aborder le match. J'ai vu ASECA jouer. Il y a beaucoup d'hésitation sur le plan offensif ces derniers temps. Je ne sais pas ce qui se passe. Koudagba ne marque plus. Oui, il ne marque plus. Il y a beaucoup. L'autre aussi, le petit, comment il s'appelle, Nané Richard aussi, qui n'inspire pas confiance. Mais je ne sais pas ce qui se passe à ce niveau. Mais en ce qui concerne le bloc équipe, je pense que le bloc existe. Ça joue bien dans les compartiments, mais c'est au niveau de la finition que ça pêche. Donc, le staff technique a du travail à faire. S'ils arrivent à corriger, je pense que pour moi, ASECA part favori pour ce match. Mais, comme l'a dit tantôt les autres, le match ne se joue pas, n'est pas gagné d'avance. Il faut attendre les 90 minutes. Mais je pense que je donne ASECA favori pour ce match. Voilà, c'est ce qu'on va voir demain après-midi là-bas. Vous voyez ASECA favori aussi? Non, moi je vois ASCO de Kara favori. Pourquoi? Parce que ASCO de Kara, c'est un club identitaire dans cette zone. Oui, et ASECA. Ça regroupe les conducteurs de Kara. Ça, c'est l'association sportive de la COSA. Donc, c'est déséquilibré, il ne faut pas oublier. Là, moi, je vois qu'on ne peut pas laisser cette équipe identitaire aller en 2e division. Et ils feront tout pour maintenir ce club en 1re division. C'est pourquoi ASCO donnera tout pour gagner ASECA demain. En tout cas, pour l'instant, ils y sont. Hein. Si le championnat s'arrêtait là, ASCO descend en 2e. Mais il reste encore plusieurs journées. Et là, à ce niveau, par exemple, ASECA ne va pas vouloir faire descendre son grand frère. Vous pensez? C'est l'histoire de grand frère ici. Parce que ASECA m'avait dit. Si ASECA sait que si le championnat s'arrêtait aujourd'hui, enfin, ce club avait cette possibilité-là, par exemple, d'aller, disons, ou bien de se maintenir en 1re division, et qu'à l'instant T, le club de Kara, c'est-à-dire ASCO de Kara, devait descendre, mais
Ben, il ne faut pas chercher de midi à 14h. Ah bon, c'est vous qui le dites. Le professionnalisme ou le semi-professionnalisme que nous appelons de tous nos voeux n'a pas ces valeurs-là. Et donc, c'est d'autres considérations que vous mettez en jeu. Si on veut demain avancer vers le professionnalisme ou le semi-professionnalisme, c'est faire son résultat et à la fin de la saison. On s'en fout de ce qui peut arriver à l'autre. Oui, Manchester City et Manchester United, c'est toujours un derby. On ne regarde pas certaines considérations de localité ou de région. On fait son résultat et à la fin, on a de comptes à rendre à qui de droit, c'est-à-dire au président du club. Oui, ça s'arrête là. On parle d'un football professionnel ou bien d'un football engagé. Oui, par rapport à ce qu'a dit Arcis a dit, nous sommes au Togo et que bon, par le temps, par le passé, on a vu comment ça fait jusqu'à ce qu'Asco est maintenu en première division. Donc jusqu'à là, il n'a pas tort de dire ça. Est-ce qu'il faut encourager ça? Comparer le championnat togolais à Manchester, ça c'est trop. Il y a trop d'écart. Non, c'est ce qui se fait de mieux. C'est ce qui se fait de mieux. Mais Arcis doit toucher la réalité du donc c'est des choses à dénoncer. C'est des choses à dénoncer, mais qui peut le dénoncer? On dénonce, mais ça ne change pas. On peut commencer par ici. Bon, si ça peut donner de bons résultats. Ça doit donner quelque chose. Non, là par exemple. Secondes. Oui, là, par exemple, ce que nous disons, ce n'est pas une affirmation. Voilà. C'est-à-dire que c'est des hypothèses que nous posons. Nous sommes en train de faire des analyses. C'est une boutade. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple. Le Togo s'est qualifié en 2017, vous vous rappelez, à la Coupe d'Afrique des Nations de 2017. Mais rappelez-vous, quand nous faisons une petite analyse, en faisant, disons, ce rapprochement avec ce qui se passe dans nos championnats aujourd'hui dans nos pays, le Bénin, il suffisait pour le Bénin de faire simplement un match nul face au Mali pour se qualifier. Or, le Mali était déjà qualifié. Mais il a fallu que le Mali marque encore 5 buts face à ce Bénin-là pour que le Togo se qualifie. Alors que là-bas, au Mali, il y avait qui? C'était un entraîneur français, Alain Giresse. Au Togo, il y avait qui? Il y avait un entraîneur français. Vous pensez que le Mali avait joué pour le Togo? Je ne suis pas observateur. Nous voyons comment les choses se passent. Le football ne se gagne pas seulement sur le terrain. Le football se gagne aussi dans les gradins et dans les coulisses. Moi, je pense que ça dépendra des objectifs des clubs. Ça dépendra des objectifs. Si ACK se fixe l'objectif d'être champion, il n'y a pas de raison qu'il va négocier le match contre Asco. Nous sommes dans un championnat bien sûr amateur, mais il faudrait que nous dépassions ces considérations pour qu'on puisse vraiment évoluer comme cela se doit au championnat. Le match c'est Massy Sarah Football Club, Gueuler en parlait il y a un petit moment, mais ce match a été également vu par Grégoire Attignon. Ce derby sur le papier à l'heure actuelle va à la faveur de Sarah FC de Bafilo. Le club d'Assoli réalise de meilleurs résultats que Semassi de Sokodé. Le classement des deux formations dans ce championnat en dit déjà quelque chose. Les guerriers, actuels 9e, accusent un retard de 5 points sur leurs adversaires classés 3e. Mais étant donné que c'est un derby, tout peut se passer dans ce match. Semassi de Sokodé qui reste sur 2 défaites et un nul dans les 3 derniers matchs a plus de pression. Fofana Boubacar Diouf et ses joueurs n'ont plus droit à l'erreur devant leur public. Yacoubou Nouridine, Dobatia Junior et autres, le capitaine Gado Rachid, doivent se transcender pour donner le meilleur d'eux-mêmes afin d'enregistrer, pourquoi pas, la première victoire de cette phase retour. Qui sait, avec l'arrivée du conseil technique Abrao Samer, les guerriers peuvent être requinqués pour sauver encore ce qui peut l'être. Mais voilà qu'en face, c'est une formation de Sarah qui sait aussi voyager et qui se rend à Sokodé. Déjà vainqueur du premier acte, les joueurs d'Assoli voudront sans doute récidiver, même si c'est à l'extérieur. Il reste alors à Loglodjito et aux nouveaux tels que Pozo Thomas, Ouro Agoro Ismaël et Akpovon Nenier d'être plus réalistes et lucides devant le but et le coup peut être joué. Mais avant tout, un derby reste un derby et tout peut arriver dans ce match prévu au municipal de Sokodé. Voilà, prévu au municipal de Sokodé. Nous rappelons aux auditeurs que Ami du Monde est en fait 26 ans aujourd'hui. Le président est en studio, nous en parlons d'ici peu. Alors, par rapport à ce match, l'entraîneur adjoint de Sarah Football Club s'est prononcé, Ouro Koura Tiagara. Quand vous jouez entre frères, c'est beaucoup très difficile. Et c'est vraiment surtout qu'en phase aller, c'est match a perdu face à Sarah. Ça serait un match très difficile. Mais il faudrait que nous on se prépare suffisamment pour aller affronter ces Massi. Et je crois qu'on fera la différence sur cette année.
On fera la différence, s'il plaît à Dieu. Semassi ne va pas bien. La preuve, on a fait appel à Brao Samer pour venir soutenir Fofana Aboubakar Diouf. Semassi, Sarah, Mohamed, ça donne quoi? Comme Grégoire l'a dit tout à l'heure, sur le papier, vu les derniers résultats, Sarah part favori, et puis surtout le classement de Sarah. Mais quand on prend ce championnat auquel nous sommes en train de jouer aujourd'hui, le dernier peut devenir à la fin de saison premier, et tous les 14 clubs peuvent descendre en deuxième division. Oui. Parce que quand vous voyez l'écart des points entre le premier et le dernier, c'est pas trop grand. Donc, par exemple, Bikenti a 24 points et Boulé soit 15 points, ça fait 9 points. Alors qu'il reste 11 journées à jouer. C'est possible, C'est possible. Donc, tout cela interpelle tous les dirigeants de club et tous les dirigeants de club à prendre conscience. Parce qu'aujourd'hui, moins d'erreurs, on risque de voir Semassi, on risque de voir Dito, on risque de voir Togo Port en deuxième division. Alors là, c'est une prise de conscience. Et je pense qu'aujourd'hui, les dirigeants de Semassi doivent tellement arrêter l'hémorragie qui tourne autour de Semassi avec des défaites, des résultats, plus de 6 matchs sans victoire. Franchement, il est temps. Et je pense que, est-ce que c'est Sarah? Ça va commencer par Sarah ou Tensi. Donc c'est demain qu'on verra si vraiment l'arrivée d'Abraham Samer peut apporter quelque chose à Semassi. Voilà, 6 derniers matchs, 2 nuls, 4 défaites. Oui, Semassi est en difficulté, ça vous fait peur? Non, ça ne me fait pas peur. Semassi, ils sont conscients. C'est pourquoi ils ont fait appel à un ancien, Abraham Samer. Ça peut apporter quelque chose? Ça peut apporter quelque chose parce que Abraham, c'est quelqu'un qui connaît le foot. Il sait ce qu'il va dire aux joueurs de Sokodé. Et je pense que Semassi encore va vouloir honorer ses supporters du match aller, parce qu'au match aller, ils avaient perdu certains supporters revenant de Sarah. Je pense que Semassi est prêt pour affronter Sarah et Semassi va gagner. On verra, oui. Mama Wiao. Oui, je pense que Semassi doit normalement remonter la pente. Par rapport à ça, je dirais que d'emblée, je vais aller du côté des entraîneurs. D'aucuns analysent que c'est parce que les entraîneurs, on a la valse de chaises au niveau des entraîneurs. On va en parler, ça va être le débat de cette émission. Que le niveau du championnat est un peu bas. Mais, bon, je ne vais pas trop vite aller en besogne, mais je pense que le niveau d'un championnat dépend du spectacle proposé, de la philosophie de jeu de chaque entraîneur au niveau de chaque club. Je pense que c'est ça qu'il faut inculquer au niveau des clubs. Ce n'est pas parce qu'on est venu, il faut amener totalement ces joueurs pour remplacer les autres, pour dire qu'on est bon entraîneur. Il faut venir imposer sa philosophie de jeu et pouvoir gagner. Je remarque cela au niveau d'un jeune entraîneur au niveau des clubs. À Ivy et Kwevi, c'est une confirmation. Mais il y a un Tchoudien, l'autre de l'AS Douane, partout où il passe, peut-être il amène 2 ou 3 joueurs, mais il impose sa philososie de jeu qui marche. Vous allez garder ces sujets pour le débat. Qui est favori? Je pense que Sarah est favori parce que Sarah est venue de la 2e division, mais ce que cette équipe démontre jusqu'aujourd'hui, c'est une planification, c'est une ambition comme le coach. Je parle sous le contrôle du coach. Ils ont un objectif fixé et par rapport à cet objectif, ils mettent les moyens. Chapeau au président, je crois, Monsieur Ouattara, qui met les moyens d'abord financiers et sur d'autres plans pour que l'équipe puisse être à ce niveau. Je pense qu'à tout moment, ils peuvent être continentaux. Ils n'ont qu'à continuer. Vous pensez? Très bien. Aristide Kouvidien, les guerriers, ils ont perdu leur arme. Ça veut dire que ça ne va pas. Ça va être, à mon avis, l'un des gros matchs de cette 16e journée. Eh bien, Semassi, vous l'aviez dit, est en difficulté. Et donc, avec l'arrivée d'Abraham Samer, je crois fondamentalement qu'au niveau de Simon, ils vont vouloir gagner à coup sûr. C'est-à-dire, je ne vois pas aujourd'hui Foli Bazi Katari, l'actuel ministre, voir son club descendre, disons, en 2e division. Ça veut dire tout simplement que dans les vestiaires, il y aura d'abord un discours pour pouvoir encourager les joueurs, pour pouvoir les inciter, c'est-à-dire à donner le meilleur d'eux-mêmes.
face à une équipe de Sarah, oui, Sarah, ce n'est pas aussi la très grande forme. Donc, il faut quand même reconnaître que ça va se jouer entre les deux formations sur le terrain. 50-50. Oui, 50-50. Mais je le dis encore une fois, le premier peut toujours battre le dernier. Le dernier peut battre le premier dans un championnat comme le nôtre. Je dirais simplement que au niveau, dans le championnat, dans le football moderne aujourd'hui, et particulièrement dans notre championnat, il va falloir que nous retenions désormais que ce n'est pas forcément le plus fort qui gagne, mais celui qui surprend son adversaire par sa façon de jouer. Ça veut dire tout simplement que si une équipe qu'on considère comme un outsider face à une équipe qui est, favori, je pense quand même que c'est le terrain qui va gouverner les actions, qui va surprendre l'adversaire et qui va faire gagner l'équipe. Cela voudrait dire tout simplement que même, il faut comprendre que dans une équipe type, lorsqu'on réussit à avoir le bloc équipe, cette disposition tactique permet aux joueurs d'aller en conquête et en reconquête. Il faut que l'entraîneur ait un discours pour dire aux joueurs éviter les retropasses, parce que la plupart des passes se transforment en retropasses et mettent en difficulté les gardiens de but. Vous allez voir, quand vous prenez une équipe de Semassi qui ne fait que encaisser, mais qui n'arrive pas à marquer, ça voudrait dire tout simplement qu'il y a un problème au niveau de la défense qu'il faut corriger. Cela voudrait dire également que à ce niveau, ce n'est pas forcément l'équipe de Semassi qui est en difficulté, mais l'entraîneur aussi doit revoir sa façon de faire, son schéma directeur auquel les joueurs n'arrivent pas à s'adapter. Ça veut dire tout simplement que ce que nous regardons sur le terrain, ce n'est pas forcément le jour J que ça s'applique. C'est-à-dire que c'est la résultante de ce qui a été pratiqué à l'entraînement. L'entraîneur doit se remettre en cause et les joueurs de leur côté également doivent comprendre qu'ils sont là pour jouer, ils sont recrutés pour jouer, et je pense qu'à cela, chacun va jouer sa partition et on verra peut-être une équipe de Semassi qui va sonner peut-être la révolte. La révolte. Oui, avant vous, l'entraîneur Nieni Sebabi, voulez-vous prononcer sur cette affiche Semassi Sarah? Bon, exactement, je regrette un peu l'impréparation de cette équipe de Semassi. Parce qu'il faut le reconnaître qu'ils ont été très en retard dans la préparation d'avant-championnat. Ça, c'est le premier point. Le second point, beaucoup de joueurs sont partis de cette équipe. Et il y a eu beaucoup de problèmes aussi dès le départ de Olufade Adekambi. Et qui devait être pris par cette équipe de Semassi, parce que c'est une grande équipe. Quel entraîneur, de quel calibre, de quelle expérience qui devait prendre cette équipe. Mais ça n'a pas été le cas. C'était Diouf qui s'essayait, parce que c'est un jeune entraîneur qui n'a pas beaucoup d'expérience aussi. Voilà le résultat. Mais aujourd'hui, lorsqu'on nous dit qu'il y a un appui technique, il y a le ministre Foli Bazi, qui est président de Semassi, qui est arrivé, qui a géré tous les problèmes. Et je pense que ce match, ça va donner beaucoup plus de motivation aux joueurs, beaucoup plus de motivation au staff technique et aux supporters pour venir à bout de Sarah, qui aussi n'est pas facile, qui ne sera pas facile à manier, parce qu'ils ont une bonne équipe avec un bon staff, qui font un bon travail et qui savent aussi voyager. Donc, je pense que tous ces aspects vont jouer contre Sarah pour le match de demain, je crois bien, parce que la motivation, les supporters, tout ça, avec la venue d'un nouveau directeur technique ou bien d'un conseiller technique peut donner un plus pour cette équipe de Semassi. Mohamed. Oui, ce que moi j'aimerais ajouter par rapport à l'arrivée du conseiller technique, je pense que ça annonce indirectement le retour de Tchani Lebana. Qui parle d'Abraham Samer parle de Tchani Lebana. C'est Tchani qui ne peut pas rester sur un banc ou bien dans un staff pour diriger le match. Je pense que je pense que c'est lui qui aurait proposé Abraham Samer à Semassi, parce que Tchanile, oui, a toujours envie de tenir Semassi. Tchanile, même quand quittait Semassi, n'était pas d'accord. La fin de avait été limogé. Donc je pense que l'arrivée de Abraham Samer peut un peu monter le moral des joueurs, et puis ça peut donner quelque chose. Oui, Kader, l'analyse du coach m'amène à réfléchir beaucoup, parce que je vais vous surprendre. Moi, en voyant certaines équipes évoluer, moi je vois que ces équipes ces joueurs n'ont pas d'amour pour leur club. Moi, j'ai toujours la nostalgie des années 80 quand je vous dis, si vous prenez Semassi, ceux qui jouent dans Semassi, c'est Sokodé. Excusez-moi, je ne suis pas xénophobe, je ne veux pas dire que non. Ceux qui jouent dans Semassi, c'est Sokodé. Si vous prenez l'exemple de Gomido de Palimé, ceux qui jouent dans Gomido, c'est Palimé.
Les choses ont évolué. Voilà, les choses ont évolué, mais maintenant, ces joueurs, eux qui viennent jouer pour les équipes là, eux ils sont en quête de l'argent. Mais dans ces années passées, c'est l'honneur, c'est la valeur, c'est notre préfecture, c'est notre ville. Moi, j'ai eu à intervenir sur un joueur lorsque Gomido jouait sur la Coupe CAF contre Unisport de Bafang. Et le joueur, il a refusé d'aller au Cameroun parce qu'au match aller, on a fait un match nul à Lomé 6-0-0. On doit aller au Cameroun. Il me disait que les conditions ne sont... Mais je suis parti voir son papa. Son papa l'a appelé. Il dit, c'est Balimé. Tu joues pour Balimé, tu ne joues pas pour toi-même. Donc, il faut que tu ailles. Le joueur a fait devant moi, je l'ai aidé, on a fait la valise. On est partis ensemble. C'est ça. Maintenant, bon, moi, j'ai constaté que les gens quittent certains... Vous voulez dire qu'il n'y a plus cette fierté? Non, il n'y a pas cette fierté. Amour, franchement, allez, il faut y aller. Vous parlez de Boukari Sadou, de Asogban Nayo et autres. C'est des joueurs qui ont la fierté du joueur pour Atapamé. Maintenant, ces joueurs-là, ils viennent de part et d'autre. Bon, ils sont venus à la recherche de l'argent. S'ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent, ils jouent. Bon, je sais que Winnie va m'appeler, Winnie Doubatia va m'appeler à Palimé, je vais aller jouer à Palimé. Si ça ne va pas, on m'appelle quelque part pour jouer, mais ils n'ont pas cette fierté-là qu'on avait dans les années 80-90. Voilà, peut-être quelque chose qu'il faut encore cultiver. On va voir, on va passer à autre chose. On doit cultiver ou garder cela, mais ce temps est un peu révolu. Il faut évoluer avec le temps. Aujourd'hui, le football est modernisé. C'est ce qui même amène des conflits qui ne disent pas leur nom. Au niveau des clubs, même ce qui s'est passé à Balimé et à Tabligo. Aujourd'hui, il faut dépasser cette limite-là. Reconnaître que le football est mondialisé et qu'on peut garder son identité locale, mais qu'on accepte que quelqu'un vienne faire évoluer son équipe. Bien. Deuxième chose, pour que les clubs puissent garder leur identité de jeu ou bien évoluer, il faudra garder les joueurs pendant 2 ou 3 ans. La preuve est que dans notre championnat aujourd'hui, vous allez voir des équipes, quand on donne une petite trêve, il y a plus de la moitié des titulaires qui sont remplacés tout de suite. Vous allez voir que le jeu, le niveau, ce n'est pas la finesse du jeu se défrite tout de suite et il faut recommencer. C'est un éternel recommencement. Dans le temps, je vous donne l'exemple de Dito par exemple. Vous avez Uche à Blanville, vous avez Ekougbeigbe, Kola Ekougbeigbe. Vers le nord, à Djoumbé, on ne peut pas chaque année faire une équipe. Vous n'avez pas Namorba Moussa, vous n'avez pas Napo Cheni Sheka et Moussa Inoussa, que Maranatha a pris après. Avec l'équipe de Papatiam, vous avez une ossature et chaque année, on peut injecter 2 ou 3 jeunes. Aujourd'hui, tout de suite, on donne la trêve ou bien à la fin de la saison, l'équipe se remplace totalement. Il faut faire un éternel recommencement. Donc, le jeu va chuter. Donc, il faut penser à ça. Je vais appuyer un peu ce que Kader a dit, une seconde seulement, parce que j'entends dans les coulisses, si c'est officieux, si c'est officiel, je ne sais pas. Il semble que l'équipe de Biginti, aujourd'hui, joue avec les joueurs natifs de Bassar. Voilà. Ils sont tous Bassar. C'est ce que j'aurais appris. Bon, 80%. On va voir. Ben, c'est tant mieux s'ils sont en train de gagner, de donner de bons résultats. La 16e journée, AS Togoport, Ange, AS Sauter, Bolesou, Semassi Sara, Koroki, Maranatha, ASK Asco, Bikinti Gomido et puis Fouadan Dito. Vous avez le programme de la 16e journée de la D1 nationale de football. Le break juste derrière le programme de la D2. En D2, dans la zone sud, c'est la 14e journée. En temps 2 à Gaza, Étoile Filante Okiti, Asfosa SNPT, deux clubs qui n'attendent plus rien dans ce championnat. Kotoko joue contre Arabia et Ifodje, qui est le solide leader, accueille Espoir du Zio. Qu'est-ce que ça peut donner un tel match en temps 2 à Gaza? Gaza qui revient fort et qui est d'ailleurs deuxième derrière Ifodje. 7 points de retard. C'est possible de revoir encore à Gaza, revenir, c'est possible. Il reste, on va dire, combien de journées? Il reste, voilà, combien de journées? Il y a 10 clubs, donc ce qui veut dire que sur l'ensemble, on a 18 journées, non? Donc il va rester 4, oui, dans la zone sud, je pense, 4-5 journées. Oui, avec la journée de ce week-end. En temps 2 à Gaza,
Donc, ça va être également un match assez intéressant. C'est un derby de la capitale. Oui, un gros match, en tout cas, qui concerne la capitale togolaise. Et moi, à mon avis, je pense quand même que ce n'est pas déséquilibré. Ce n'est pas déséquilibré parce que les deux formations ont toujours envie, par exemple, d'aller en première division. Vous vous rappelez d'entendre par deux fois qui a échoué et qui a toujours envie, par exemple, de remonter la pente, même si cette équipe a eu des difficultés dès l'entame du championnat national de deuxième division cette saison, qui a fini par se retrouver et qui continue toujours par se retrouver peu à peu. Je pense qu'au niveau d'Agaza, du moment où le match se joue à Lomé, il y aura également des supporters. Vous savez qu'à chaque fois qu'Agaza joue, Agaza compte souvent sur ses supporters qui sont là en tant qu'éléments motivateurs pour pouvoir donner un plus donc, à cette équipe-là. Je pense fondamentalement que ça va se jouer à ce niveau. Vous savez, au niveau du championnat de deuxième division, je l'ai dit et je le répéterai à chaque fois que l'essentiel n'est pas de bien commencer, l'essentiel est de bien terminer. Bien. Voilà, on va écouter d'ailleurs l'entraîneur du leader, il faut dire bien sûr, qui reçoit Espoir, Kofi Komlan. Vous savez que Espoir était mon ancien club, donc c'est un match qu'on a abordé comme ça se doit. Et ce qui est important pour nous, c'est les 3 points. Parce que là-bas, Gaza se trouve maintenant, il doit faire très attention. Parce que nous sommes en football, et tout peut arriver à tout moment. Donc il faut gagner les points maintenant pour logner un peu la Gaza aussi. Donc voilà ce que j'ai à dire pour le moment. Oui, depuis là, vous n'avez pas encore eu une défaite. Bon, vous pouvez nous expliquer un peu? Voilà, à l'instant, c'est Kofi Komlan et puis Touré Assimiou. Voilà. Alors, on va écouter également un autre entraîneur, celui d'Okiti. Okiti qui vient à Lomé jouer contre l'Étoile filante. Ce ne sera pas facile pour l'Ours de Badou, naturellement. Et l'entraîneur Kotu Bété le sait, mais il pense que son équipe peut avoir sa chance. C'est pas encore fini. La bataille ne vient que de commencer. Le prochain match, c'est contre l'Étoile filante. Il faut vraiment être costaud, aller à Lomé, au pire des cas, ramener un match nul et voir sur quel point on peut jouer le maintien. Souvent, au Okiti à Lomé, c'est très difficile. Cette fois-ci, à l'Étoile filante, ça sera encore compliqué pour Okiti. Ces derniers temps, c'est pas difficile. C'est nous qui avons fait le jeu contre Entente 2 toutes les 45 dernières minutes. Malheureusement pour nous, on a eu des défaillances au niveau de la défense en première. Contre Agaza aussi, c'est nous qui avons fait le jeu. Malheureusement pour nous, on encaisse un but à la 51e de la deuxième partie. Donc, on va continuer par travailler, remettre les pions en place avant d'aller affronter l'Étoile filante. L'entraîneur Kotu Bété de Okiti de Walou devant Franck Orocotier. Le programme de la 14e journée, vous le savez, on vous le donne encore une fois en temps de Agaza, Étoile filante Okiti, Asfosa SNPT, Kotoko Arabia, Ifodje, Espoir. Dans la zone nord, on va jouer la 12e journée et ça commence dès cet après-midi. Notons quand même qu'au sud, il y a aussi un match avancé en temps de Agaza cet après-midi, en direct sur la référence sportive. Dans la zone nord, la 12e journée, AS Bina Agoua, cet après-midi aussi à Pagouda. Vous allez suivre ce match en direct avec Keller Inoussa. Et l'autre match qui est intéressant dans cette zone nord, c'est celui-là même qui oppose Foupa à Unisport. Vous savez, Unisport est en embuscade avec 2 points de retard sur Agoua. Odalou joue contre TAC. Là, c'est fini pour ces deux clubs-là. Il n'y a plus rien à attendre. Doumbé reçoit Kakadel. Mais attention à Kakadel de Djoufelgou, qui est 3e avec 18 points, avec 4 points de retard sur le premier, Agoua 22. Il reste 3 journées dans cette zone, donc 9 points à prendre. Tout est encore possible. Voilà, vous savez tout désormais. Vous savez à quoi vous devez vous attendre pour ce week-end. Voilà, merci d'être fidèle à Samedi Sport sur la référence sportive. On vous a parlé d'un anniversaire en début d'émission. C'est bien celui du club des Amis du Monde qui a 26 ans aujourd'hui. Théodore Blochbo, bonjour. Bonjour Franck. Joyeux anniversaire. Merci. Votre club a 26 ans, c'est vrai? Oui, un peu plus même, parce que on avait commencé 2 ans avant de les mettre sur les fonds baptismaux, donc c'est en 93 que ça a été fait. Normalement, si on doit faire les comptes, ça fait peut-être 26 ans, 28, lorsque vous avez commencé. Oui. Mais officiellement, c'est 26. Oui.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui? Votre club est en fête. Ça vous donne de la joie au cœur? Ça vous dit, oui, j'ai essayé quelque chose, même si ce n'est pas trop ce que j'attendais, ça va. Qu'est-ce que vous dites? Oui, je peux dire que ça va. Je suis en joie. Et parce que Amis du Monde aujourd'hui est devenu une famille. Ce n'est plus un club. Raison... Par exemple, la fête sera faite avec les anciennes joueuses. Celles qui ont déjà joué dans Amis du Monde seront là. Donc je crois que nous constituons maintenant une famille. Je suis content aussi parce qu'au début, ça n'a pas été facile. On n'a trouvé même pas d'adversaire pour jouer. On était obligé de jouer avec des garçons. Et donc on a été amené à jouer dans les quartiers, dans les villages, les villes. On jouait à Neho, à Tapamé, Palimé, partout. Et aujourd'hui, je crois que sur ce plan, il y a des clubs dans ces différentes localités. C'est une fierté pour Amis du Monde. Alors, quel bilan faites-vous aujourd'hui sur tout le parcours? Oui, au plan national, international. Voilà, quel bilan pouvez-vous faire? Bon, sur le plan national, c'est ce que je suis en train de dire un peu. Amis du Monde a quand même pris une notoriété. Et de même sur le plan international, vous arrivez dans la sous-région, vous parlez d'Amis du Monde, on sait de quoi il s'agit. Maintenant, pour ce qui concerne les joueuses, je crois que sur le plan international, comme j'ai l'habitude de le dire, la seule vitrine, c'est l'équipe nationale. Parce qu'il n'y a pas de compétition pour les clubs féminins sur le plan continental aujourd'hui. Bon, nous avons eu à faire certaines équipes nationales en 2006. On était au Congo, on était en Guinée équatoriale. Et je crois que ça allait porter ses fruits quand patatras, les choses ont dégringolé. Mais l'année passée, on a encore fait une équipe nationale. Et chaque fois, vous trouverez une ossature conséquente des joueurs d'Amis du Monde. Donc ça, c'est une fierté pour tous les dirigeants du club. Maintenant, en dehors de ça, nous avons d'autres fiertés. Si vous prenez par exemple l'entraîneur national aujourd'hui, c'est une ancienne joueuse d'Amis du Monde. Vous prenez Kaito Meti. Oui, vous prenez son agent qui vient de nous quitter tout récemment. C'est une joueuse d'Amis du Monde. Vous prenez Essé, notre entraîneur qui nous a quittés. C'est une joueuse d'Amis du Monde. Donc, en dehors de la pratique même du football, Amis du Monde a su inculquer à certaines de ces joueuses la notoriété d'arriver à des postes de responsabilité, ce qui est une fierté pour nous aussi. Mais en dehors de ça, si vous prenez les joueuses maintenant individuellement, nous avons certaines qui sont actuellement aux États-Unis, elles ne jouent pas au ballon, mais leur vie a changé à cause du football. Il y a une en Hollande qui ne joue pas du football, il y a 2 en France. Donc quand vous les elles sont dans le domaine. Elles ne jouent plus. Non, elles ne sont pas dans le domaine, mais elles sont devenues, disons, des personnalités, si je peux le dire comme ça. Quand vous les rencontrez, vous savez que vous avez fait quelque chose. Parce que ce n'est pas des filles qui, à la fin, traînent dans la rue. C'est ce que je voulais dire, quoi. Donc, même à Lomé, ici, vous avez des filles d'Amis du Monde qui sont à l'INGS. Nous devons avoir 5 ou 6 qui sont là-bas. Vous avez à l'hôpital CHU Campus, CHU Sylvanus Olympio, vous avez des filles d'Amis du Monde qui travaillent là-bas. Donc je crois que sur le plan éducatif, nous avons aussi de la joie. Nous pouvons nous estimer contributeurs de ces réussites-là. Bon, au jour d'aujourd'hui, je peux dire que nous avons un peu changé notre vision. C'est-à-dire? Oui, notre vision au départ, c'est de jouer. On formait des filles pour jouer dans l'intention qu'un jour l'équipe nationale pourra les utiliser. Mais le football ayant changé, nous avons maintenant l'ambition de faire du business, si je peux le dire aussi comme ça. C'est pour ça que le club a mis en place tout récemment une structure que nous appelons Académie, qui est chargé de former des joueuses, non pas forcément pour Amis du Monde, former des joueuses. Si quelqu'un veut venir prendre, si quelqu'un veut l'utiliser ailleurs, bon, nous, on forme des joueuses pour faire du business. Il faut être clair aujourd'hui. Donc Amis du Monde a une académie maintenant? Oui. Elle est installée où? Elle fonctionne comment?
Sur les fonds de bâtiment, ce n'est pas encore porté, mais ça ne va pas tarder. Mais en termes de travail, actuellement, le siège est à la douane, chez moi là-bas. Les enfants s'entraînent au lycée moderne 2. C'est de là que je viens comme ça, c'est pour ça qu'il y a accusé un retard. C'est d'ailleurs ces filles qui vont jouer en premier lieu aujourd'hui. Et nous avons peut-être la chance de rencontrer sur nos chemins UNG, dont je vais dire le nom, qui nous permet d'avoir ce vivier. Parce que c'est une ONG qui s'occupe des enfants déshérités. Et dans ce groupe, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de filles. Bon, ce n'est pas des filles qui sont logées quelque part, elles sont avec leurs parents. Et nous puisons dans ce vivier. On a fait l'expérience avec un premier centre de l'ONG. C'est ça qui est porteur aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons près de 30 filles de 10 à 15 ans avec qui nous travaillons. Et en décembre passé, le 28, nous avons fait une réunion à l'Estao avec 7 autres centres qui sont dans la zone ouest. Et je pense que d'ici fin mars, nous allons commencer par implanter ces choses-là dans les autres quartiers, surtout de la zone ouest. Et si tout marche bien, ce sera le vivier intarissable d'Amis du Monde, puisque chaque année, il y a d'autres enfants qui viennent. L'ONG prend les enfants depuis la naissance jusqu'à 22 ans. Donc nous, on va continuer par puiser dans ce vivier-là. Et c'est le projet Académie Amis du Monde. Alors, en 26 ans, si on vous demandait ce qui vous a marqué sur le parcours de votre club Amis du Monde, positivement, négativement, qu'est-ce que vous pouvez dire brièvement? Bon, positivement, je crois que j'ai relevé certains aspects, mais en termes de résultats de match, ce qui m'a marqué le plus, c'était en 2003. On était à un tournoi au Bénin. Il y avait le Togo, le Ghana, le Bénin et le Nigeria. Et c'est le Togo qui a pris la coupe en finale contre l'équipe nigérienne. Et je rappelle que c'est Kaïta Meti qui avait marqué le but de la victoire. Et donc, c'était un événement vraiment qui m'a marqué parce que personne ne croyait que des filles togolaises peuvent battre des filles nigérianes surtout. Bon, négativement, directement d'Amis du Monde, je peux dire aussi qu'il y a certaines joueuses qui ne savent pas exactement ce qu'elles veulent. Je le dis comme ça parce que j'ai l'habitude de leur dire que le football ne nourrit pas sa fille aujourd'hui. Donc en dehors du football, nous essayons d'accompagner les filles, soit pour aller à l'école, soit pour apprendre un métier, mais vous trouverez toujours dans le lot une ou deux filles qui ne veulent pas rentrer dans ce moule-là. Et quand vous les voyez après, ça vous fait mal. C'est ce que je peux dire. Voilà, alors, qu'est-ce que vous pensez? C'est vrai que vous venez de dire que vous avez un tout petit peu dévié dans le business. Et quel avenir, justement, pour Amis du Monde, lorsqu'on sait que le football féminin ici bat de l'aile, et lorsqu'on vient de voir aussi qu'il y a le tirage au sort du tournoi UFOAB, même si à la fédération on dit n'être au courant de rien et qu'ils avaient jusqu'au 28 pour se prononcer, pour confirmer la participation du Togo à cette compétition. Mais quel avenir donnez-vous à votre club lorsqu'on voit un peu comment s'organise le football féminin ici? Bon, je crois qu'il avait déjà répondu. Pour moi, il n'y a que l'équipe nationale qui peut nous permettre de mettre nos filles en vitrine. Parce que des matchs amicaux, Amis du Monde contre un autre pays, ce n'est pas ça qui est l'essence. S'il y a des recruteurs qui veulent se positionner sur un joueur ou une joueuse, c'est surtout à travers ces compétitions. C'est pour ça que le tournoi IFOAB, moi, j'ai été, disons, un peu gêné quand j'ai appris ce que vous venez de dire. Mais j'ai été rassuré que le Togo fera partie, qu'il y a eu des malentendus, mais que je crois que c'est hier, la fédération avait répondu à la lettre et que les choses vont revenir dans l'ordre. On va refaire le tirage? Oui, et que les filles vont jouer. C'est l'information que j'ai depuis hier. Mais je crois qu'il faut aussi rester dans le contexte dans lequel nous sommes. Moi, je ne fais pas partie des gens qui critiquent systématiquement. J'essaie de comprendre les uns et les autres.
Aujourd'hui, la fédération a des difficultés, quoique tout le monde le sait. Et c'est ça qui a commencé avec le club féminin. Nous avions été peut-être ceux qui ont exposé le problème plus tôt, mais aujourd'hui, avec le club masculin aussi, tout le monde se rend compte qu'il y a des difficultés financières. Mais je pense aussi que la fédération est en train de s'organiser pour que ces choses rentrent dans l'ordre. Bon, peut-être que nous aurions aimé l'avoir plus tôt, mais je pense que d'ici fin février, début mars, le championnat va reprendre. Ça va reprendre. Les filles vont jouer, et peut-être maintenant de manière pérenne, parce que la fédération n'avait pas bien analysé, disons, les clubs féminins. Parce que les clubs féminins ont des particularités. C'est des clubs dans certaines zones, c'est des clubs circonstanciels. C'est-à-dire qu'on a monté le club parce qu'on est dans une ligue où on veut jouer une compétition. Ce n'est pas un club structuré qui a derrière lui des gens comme les clubs masculins aujourd'hui. Donc ça fait que les difficultés financières sont beaucoup plus aiguës et difficiles à résoudre chez ces clubs que d'autres. Bon, c'est peut-être maintenant qu'on a compris cet état de choses et je crois que ça va aller. Maintenant, pour Amis du Monde, bon, à part l'équipe nationale, nous avons des partenariats. Comme je disais tantôt qu'on va faire du business, nous avons des partenariats avec des clubs de la sous-région, des clubs ghanéens, des clubs nigérians, parce que ceux-là sont en avance sur nous. Et tout récemment même, notre partenariat devait nous permettre de faire envoyer certaines joueuses à l'Université du Ghana, où elles devaient avoir une bourse d'études pour renforcer l'équipe féminine de l'Université du Ghana et jouer. Le responsable sera là à la fête ce soir. Et nous sommes dans cette dynamique aujourd'hui pour voir si on ne peut pas faire passer nos filles dans d'autres championnats pour pouvoir aller ailleurs, parce que l'emballage que nous donne le Togo n'est pas très joli quand vous allez sur le marché. Je peux le dire comme ça. Donc nous voulons passer maintenant par des pays comme le Ghana, le Nigeria. Si c'est que les filles togolaises pouvaient sortir facilement comme les garçons sortent, peut-être que vous aurez déjà appris que Amis du Monde a placé 2 ou 3 joueuses au Nigeria. Mais nous avons cette pesanteur aussi. C'est difficile pour un parent de laisser sa fille seule aller au Nigeria. Vous voyez ce que les gens vont faire comme supputation. Nous avons cette pesanteur-là aussi. Mais petit à petit, je crois que... Ça va rentrer dans... Alors, revenons à la fête même. Certainement qu'il y a un programme autour. Qu'est-ce qui va être fait? Bon, les choses sérieuses commencent à partir de 15h. Donc, les U15, comme je l'ai dit tout à l'heure, vont jouer en match de levée de rideau. Où tout sera fait sur le terrain du camp des MRI. L'après-midi, l'équipe actuelle va jouer contre les anciennes joueuses, comme je l'ai dit tantôt. Et après ça, à 18h, on revient chez moi à la maison. On va décorer certaines personnalités, certaines joueuses qui ont fait les beaux jours d'Amis du Monde. Ça peut être les anciennes joueuses, ça peut être des anciens dirigeants, des joueuses actuelles. On va leur donner des diplômes d'honneur, des médailles. Et après, bon, on va festoyer, on va danser, on va manger, on va boire. Jusqu'à 22h. Voilà, vous avez eu le programme, donc si vous connaissez la maison, voilà, donc qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant? Bon, du courage, parce que quoi qu'on dise, ce n'est pas facile. Vous savez, je disais que tout à l'heure, pour venir à la fête, avec le U15, nous avons été obligés de leur dire de venir avec un tuteur. Parce que si vous ne venez pas avec un tuteur, à 17h, vous devez rentrer à la maison. C'est les pesanteurs de la réalité. Alors qu'un garçon peut venir à la fête, partir à 22h, les parents ne diront rien. Si c'est une fille, déjà on voit un peu ce que c'est. En tout cas, bonne fête et joyeux anniversaire à Amis du Monde. Et bon courage et à très très bientôt. Merci, j'espère que vous serez de la partie. On sera de la partie. Merci beaucoup. Et on va parler maintenant de la jeune génération des entraîneurs ici au Togo. Cette jeune génération ne semble pas totalement avoir le pouvoir. Chaque fois, on est obligé de faire appel
à la vieille garde. La preuve, Olivier Kouevi a été appelé pour soutenir Batumbi Liabé accompagné de Bawabako. Abrao Samer est parti du côté de, on va dire, Semassi pour soutenir Fofana Aboubakar. Lorsqu'on voit un peu la jeune génération, ce n'est pas forcément la stabilité quand on prend Donald Aliaki qui a fait Odalou, qui a fait un petit tour à Ange Football Club, aujourd'hui se trouve du côté de l'AS Bina. On a vu Kekbalo, Kodjo qui pour l'instant n'est pas totalement la stabilité. Ouadialantam, c'est Massi, Asco, maintenant Étoile Filante. Le jeune, on va dire Tony Agbessi qui a connu des difficultés avec les supporters la dernière fois à Tablibo. Mais Nini Sebabi, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que la jeune génération n'arrive pas à prendre le pouvoir? Merci Franck, c'est une très bonne question. Mais en tant que président de l'association des entraîneurs de football, lorsque nous attendons ces pareilles choses au niveau des jeunes, c'est vraiment avec amertume que nous le consommons. Mais qu'est-ce qu'il faut dire en ce moment-là? Parce que depuis que moi, personnellement, je prends mon exemple, quand j'ai commencé par d'abord la reconversion joueur-entraîneur, en ce moment, c'était les niveau 1, les degrés niveau 1, niveau 2. Chaque année, on passait ces degrés, on passait, comment on dit ça, des stages de premier degré, de deuxième degré, troisième degré. On avait aussi la fédération qui nous aidait beaucoup, avec certains stages, Futuro 1, Futuro 2. Voilà, à chaque année, il y avait un stage que vous devez participer obligatoirement, tous les entraîneurs de deuxième et de première division. Ça, c'est un autre aspect, c'est l'aspect premier que je dévoile ici. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas beaucoup de recyclage, il n'y a pas beaucoup de stages aussi. Bon, l'autre aspect, quand je prends toujours mon exemple aussi, il faut toujours être modèle d'un entraîneur expérimenté, ancien. Voilà, nous on a été des modèles. Nous avons suivi, paix à son âme, comment ça s'appelle, Arnold Fiati, qui était mon entraîneur. Après, dans la reconversion, j'ai été comme son adjoint. J'ai appris de lui. Après, c'est Zissou Zimba qui est venu. Toujours quand on était joueur à la Sauterre, quand on se reconvertissait en entraîneur, nous avons appris de lui aussi. Après, c'est Koudjolou. Avant que nous-mêmes nous montions sur cette équipe Asdouane par le passé. Vous voulez dire que la jeune génération ne veut pas apprendre ou bien n'a pas le temps d'apprendre, n'a pas de référence, n'a pas d'idole, voilà. C'est ça? Je suis en train de revenir, je suis en train d'arriver. Je pense que la jeune génération ne veut pas apprendre. Elle ne veut pas apprendre. Ne veut pas apprendre ou bien n'a pas les moyens d'apprendre? Non, apprendre, est-ce qu'il faut avoir des moyens pour apprendre? Par exemple, Papokoumi, aujourd'hui, quand j'étais à la tête de l'Asdouane, à la cité, il vient chaque fois, il suit les entraînements, il pose des questions. Parce que en matière d'entraîneur, c'est tout un savoir. Vous allez faire des recyclages, vous allez faire des stages, avoir des diplômes, mais ce n'est pas ça qui importe. C'est les connaissances que vous allez acquérir chez certains entraîneurs qui sont plus élevés que vous. Par exemple, moi j'avais mon calepin, à chaque fois qu'on a des stages, je le dis et je le répète, je salue ici Tobi Akoussa. Je vais vers lui. Quand on était en deuxième division, à chaque match, je vais vers lui, il me relate. On discute, on échange. Pourquoi vous avez joué comme ça? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi il faut faire ceci, il faut faire ceci, il faut faire ceci? Est-ce que nos jeunes, ils le font aujourd'hui? C'est ça le problème, ça c'est le premier aspect. Maintenant, la culture générale même d'un entraîneur. L'entraîneur, même après ses diplômes acquis, il doit quand même se cultiver, faire des recherches, avoir des documents. Les jeunes ne le font pas. Bon, je ne sais pas.
Mais la licence CCAF, Voilà. la licence BCAF, c'est des stages de Oui, formation. non. Est-ce que ce n'est pas suffisant pour Oui, entraîner oui. un club? C'est ce que je suis en train de dire tout à l'heure. Les diplômes que nous avons eu par le passé, le premier degré, le second degré, le troisième degré, avec les Barbako, les Maonako de vie, les Issouzimba, la Betrobou, nous on était jeunes parmi eux. Papatiam, tout ça là. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas beaucoup de recyclage, il n'y a pas beaucoup de stages. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont là actuellement, plus de 300 Voilà, on va dire, voilà. mais il faut qu'ils s'exercent. J'en viens. Lorsque vous parlez de la licence C, la licence B, quels sont les promoteurs de ces licences? C'est moi, c'est Kebalo. Lorsqu'en 2013, la CAF a sorti une décision, une règle, que tout entraîneur qui va compétir en compétition CAF va avoir une licence. C'est là moi j'étais qualifié pour la CAF et Kebalo qui était à Djito était qualifié pour la Champions League africaine. Et nous deux, nous avons eu la chance d'aller au Caire pour passer la licence C. Vous comprenez? Donc la licence C et la licence BCAF, aujourd'hui que nos entraîneurs passent, ont une durée. Ça dit que quand j'entends les gens, j'ai écouté beaucoup de personnes ici, ils vont en 2 semaines pour faire une licence, ils vont en 3 semaines pour faire une licence. Oui, c'est la règle, c'est la réglementation de la CAF. Pour passer une licence C, il faut faire 3 semaines. Pour faire une licence B, il faut faire 4 semaines par rapport au module, par rapport au thème que vous allez débattre. Maintenant, pour passer la licence Pro A, c'est là que vous allez faire 1 mois, 2 mois en allant. Ça se fait ici? On n'a pas encore fait une licence Pro A ici. Oui. Et les entraîneurs qui veulent le faire, ils doivent aller où? C'est la CAF qui l'organise. C'est la CAF qui organise. Jusqu'au Togo, on n'a pas encore eu. Entre-temps, nous, on devait aller le faire au Bénin. Avec les Aïvi, Ekoué, les Bawa, on avait tout rassemblé pour donner à Cédro de la direction technique. Et aujourd'hui, on n'a pas pu parce que ça n'a pas été finalisé. Vous comprenez? Donc, la durée d'une licence, de l'obtention d'une licence, ne dépend pas des entraîneurs, ne dépend pas de la direction technique nationale, mais ça dépend de la CAF. Puisque l'expert qui va venir, ça c'est son temps, c'est par rapport au module que vous allez travailler. Mais aujourd'hui, le problème de nos jeunes entraîneurs, je pense qu'ils sont très pressés pour aller à la tête des équipes de première division ou de deuxième division sans avoir beaucoup de bagages. Qu'est-ce que vous mettez dans le bagage? Vous voulez qu'ils fassent quoi? Voilà. Mais les temps sont durs. Moi, j'ai ma licence C, j'ai ma licence B, je veux entraîner. Mais où est le problème? Oui, le bagage, c'est ça que je dis. Vous devez approcher un entraîneur expérimenté avec qui vous allez suivre les entraînements, sa façon d'entraîner, sa programmation des séances, comment il anime ses séances, comment il prépare l'équipe avant, pendant et après le match. C'est des connaissances supplémentaires à part les thèmes que vous travaillez dans vos formations. Parce que dans la formation, dans l'obtention des licences, il faut être évalué. Donc il y a des thèmes sur lesquels on vous évalue. Ce n'est pas ça encore le problème, vous comprenez? Maintenant, le bagage même, c'est à vous-même d'aller le chercher. À travers vos cultures, c'est-à-dire vous-même vous cherchez à savoir. Oui. Comment est-ce que je dois gérer un match? J'ai perdu ce match. Quels sont les programmes d'exercice que je vais faire en conséquence pour le match futur? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que les joueurs ont... C'est très délicat. C'est très délicat. Par exemple, lorsque nous ferons l'aspect athlétique, la préparation athlétique d'une équipe avant la saison, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on doit préparer une équipe sur le plan physique avant une saison? Voilà. Voulez-vous dire que les jeunes ne maîtrisent pas tout ça? Oui. Ou bien ça dépend plutôt des moyens qu'on leur donne? Non, non.
c'est une répétition. Par exemple, la saison passée, à la fin de la saison passée, nous avons fait venir un expert sur des thèmes qui concernent vraiment, sur les thèmes sur lesquels les entraîneurs togolais ne maîtrisent pas. Où nous avons introduit la préparation athlétique, la préparation athlétique comme premier thème, la gestion d'une équipe avant, pendant et après match et la récupération. Vous comprenez? Ils l'ont fait l'année passée. Ils sont en train de l'exercer. Peut-être ils ont des difficultés. Il faut qu'on répète ces thèmes-là dans les recyclages à venir pour qu'ils puissent maîtriser. Mais aujourd'hui, nos jeunes, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je peux entraîner As, Douane, je peux entraîner Togoport, je peux entraîner Biginti. C'est pas ça. Non, il faut avoir beaucoup d'expérience. Et les présidents des clubs, par rapport à leurs objectifs, est-ce qu'il faut prendre un jeune entraîneur? Il faut prendre un entraîneur expérimenté? Il faut prendre un jeune entraîneur pour le laisser en cours de saison? Voilà aussi le problème. Ils ne mettent pas les moyens pour chercher des grands entraîneurs et qu'ils limogent au cours de la saison et ils en prennent un autre qui complique encore la situation. Mais beaucoup pensent aussi qu'il n'y a pas de solidarité entre vous, entraîneurs, que chacun a envie peut-être de prendre la place de son ami, voilà. Est-ce que ça aussi, ça ne joue pas? Franck, ça, Vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas d'accord. Vous êtes solidaire? Nous sommes très solidaires. C'est vrai? Oui. Je vais vous dire quelque chose. Même en Europe, lorsque vous n'avez pas de résultat, lorsque le club, les dirigeants du club comprennent en même temps que vous n'allez pas atteindre l'objectif, ils ne vont pas attendre 1000 secondes pour vous limoger. Parce qu'en matière de football, en matière de résultats, en matière d'objectifs, ça, c'est le bureau directeur qui le fixe. Vous comprenez? Ils peuvent vous prendre, pensant que vous allez atteindre leur objectif. Mais au cours du chemin, si ça n'est pas le cas, vous êtes changé. Peut-être par votre frère ou bien votre parent. Vous comprenez? Prenons le cas de Thierry Henry. Voilà. Il est venu, Monaco pensait qu'il doit relever le niveau de l'équipe de Monaco, mais ce n'est pas le cas. Il a été limogé. Donc le changement des entraîneurs, ça c'est évident dans le football. Dans le football en général. Vous comprenez? Maintenant, le problème, c'est que nos dirigeants de club doivent savoir que pour atteindre notre objectif, quelle carrure, quel entraîneur que nous devons avoir pour atteindre notre objectif. Voilà. Parce que, qu'est-ce que j'allais dire là? L'expérience des entraîneurs, ça se rivalise, ou bien ça se dépasse. C'est des grades. Vous comprenez? Donc, si je prends Nieni Sebabi, je sais que cet entraîneur a été 2 fois champion du Togo. Il a été 3 fois vice-champion du Togo. Mon objectif, si je ne suis pas champion, je vais être vice-champion. Et cet entraîneur peut m'amener là-bas. Quand vous prenez Kegbalou, quand vous prenez tel que vous avez cité, les noms que vous avez cités, est-ce que vous pouvez atteindre votre objectif? C'est la question qu'on doit se poser. Très bien. Oui, prononcez-vous, le débat, il est là. Mohamed, vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous avez constaté avec la jeune génération? Ils n'ont pas totalement pris le pouvoir. Hein. La vieille garde est toujours aux aguets. On leur fait appel, ou bien on lui fait appel pour sauver des situations. Oui, comme nous sommes en train de parler de la génération, je profite de cette occasion pour saluer un jeune entraîneur d'une équipe de 3e division, Maya FC, avec son président. Un président courageux, les gens qui ont envie de faire, qu'on doit soutenir.
Franchement, il faut les encourager. Quand on parle aujourd'hui du problème d'entraîneur au Togo... Au passage, AFC, c'est où? C'est à Kotokoli Zongo, une équipe qui joue à la 3e division, qui est en train d'amener les pions dans sa poule. Bon courage à cette équipe-là. Quand on parle aujourd'hui d'entraîneurs au Togo, je me demande, ils sont combien? Ils sont combien les entraîneurs? Et c'est une chance pour nous que la CAF a dit arrêter la distribution de la licence C. Sinon aujourd'hui, peut-être moi-même, je devais me proclamer entraîneur. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, quand on voit nos entraîneurs, ce sont des anciens joueurs. Et puis les gens pensent qu'être ancien joueur, je vais automatiquement dire qu'on est entraîneur. Il faut voir comment cela se prépare. Les gens préparent. Peut-être, je me dis, peut-être qu'on n'a pas eu, nos entraîneurs n'ont pas eu une belle carrière professionnelle. Parce que lorsqu'on ne s'est pas préparé son diplôme d'entraîneur, aujourd'hui, qui au Togo peut nous présenter valablement un diplôme d'entraîneur? Le problème aussi, le second problème, il n'y a pas de solidarité comme le coach vient de mentir. Non, nous sommes des acteurs, observateurs, on voit tout. Il n'y a pas de solidarité. Aujourd'hui, quand on prend les jeunes entraîneurs, il y a l'arrogance. Ça, il y a l'arrogance. De l'autre côté, quand on prend les vieux entraîneurs, les anciens, il y a la méchanceté. Oui. Aujourd'hui, c'est le problème qui mine le football togolais au niveau des entraîneurs. Du dernier congrès, il ne faut pas qu'on se voit la face. Rien n'a été fait. Aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est des dissensions, des coups bas de gauche à droite, ici, par là. Si bien que les jeunes ne veulent pas se soumettre aux anciens pour pouvoir apprendre, avoir des connaissances, de l'expérience, les anciens disent ils n'ont qu'à voir. On veut jusqu'où. C'est ça. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Quand on prend le cas d'Adam Fazazi, ce qui s'est passé à Koroki, par après, les gens ont accusé les anciens, disant que c'est un règlement de compte. Et que Fazazi aussi n'a pas voulu se soumettre à ces anciens, sinon ce qu'on lui reprochait était valable. Vous voyez, tout le monde doit revenir, poser la balle à terre. Tous les entraîneurs doivent revenir à une prise de conscience. Heureusement qu'on a ici le président des entraîneurs du Togo. Normalement, lors de la personne d'élection, ce qu'il devait faire, c'est de chercher à rassembler tous les entraîneurs. Quand on avait vu tous ces entraîneurs s'asseoir autour d'une table, discuter, là, en ce moment, ce problème qui se passe ne doit pas, avoir ce problème-là, oui. Puisque aujourd'hui, quoi qu'on dise, il y a des anciens entraîneurs qui aujourd'hui sont capables d'apprendre à ces jeunes leur formation. On a des entraîneurs au Togo aussi. Il y a un entraîneur Benyo Chopo. Personne ne peut me démentir. Si on cherche les entraîneurs, les meilleurs entraîneurs, il est là, je pense qu'il n'est pas encore mort. Il y a Koussa Caméléon. Il y a tant de personnes. Au moins, il faut que tous ces gens-là se retrouvent et savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Mais aujourd'hui, quand ceux-ci se disent, on a joué à l'équipe nationale, nous sommes des grands joueurs, et personne ne peut rien nous apprendre, c'est une erreur. Quand ceux-ci se disent, ok, bon, d'accord, vous êtes là, vous ne voulez pas nous connaître notre place, que nous sommes vos aînés, allez-y, on va voir. Donc ça fait que franchement, ça ne peut pas marcher. Très bien. Kader. Au-delà de tout ce que mon ami Touré a dit, les problèmes au niveau des entraîneurs, moi, je vois que les jeunes entraîneurs se précipitent trop, comme l'a dit M. Yenissé Bavi. Pourquoi dites-vous ça? Parce que il faut commencer par compter 1 avant d'aller à 2, avant d'aller à 3. On ne se lève pas en même temps pour du 3, 4, 5. Et la faute aussi, c'est à nos clubs. On n'a pas des U15, U3. Ça doit commencer par là. Si vous prenez l'exemple de Zinedine Zidane, il avait commencé comme ça, il commence comme ça, et puis ils viennent sous certains entraîneurs expérimentés apprendre. Il a apprécié Ancelotti. Et nos entraîneurs actuellement, moi, franchement, le dimanche passé, j'étais à Palimé, j'ai vu Adika. Adika est bon pour jouer au football. Si tu le vois, c'est un gars qui peut jouer. Mais on me dit, c'est lui le coach de Goumte de Palimé. Mais en face, c'était l'autre coach là. Maurice, j'ai vu la différence en même temps. Il fait partie de la jeune génération. Il est plus expérimenté, il a le charisme.
il peut parler à un joueur, le joueur va respecter. Je vous jure que Adika, quand tu le vois, c'est un joueur. Il ne peut pas. C'est que nos joueurs n'ont pas cette mentalité-là. C'est que nos jeunes entraîneurs doivent commencer dès le début et préparer avec les petits, les moins de 12 ans, 15 ans, et puis petit à petit ça monte. Donc, on ne se lève pas en même temps parce qu'on avait joué, on a fait une bonne carrière footballistique, on devient entraîneur. Non. Ça s'apprend. Il faut apprendre. Il faut apprendre d'abord petit à petit. On va monter en grade et puis je vais vous raconter une petite histoire. Rapidement. J'ai un ancien, il avait son petit frère de même père, même mère. Il était parti chercher une connaissance au Nigeria sur le plan religieux. Il est venu, il veut prêcher dans la grande mosquée de Zongo. Il dit non. Tu dois commencer dans un village d'abord avant de venir ici. C'est comme ça. Voilà. Très bien. C'est l'exemple. Oui, Mama Wiao, prononcez-vous sur le sujet. Pour vous, qu'est-ce qui ne va pas? Oui, c'est des grands frères. Je ne vais pas m'interférer au niveau des problèmes de personnes, mais je voudrais simplement revenir sur le plan pédagogique. Pour dire tout simplement que si vraiment c'est avéré que c'est la CAF qui octroie des licences après 2 semaines, 3 semaines, je pense que la CAF doit se raviser vraiment. En 3 semaines, si je viens chez vous ici, c'est une attestation que je peux avoir. Que j'ai fait un passage ici pour apprendre les b.a.-ba du journalisme. Et pour avoir un diplôme, je pense qu'il faut finir un cursus. Et au bout de ce cursus, après un examen, on te donne un diplôme. Quand on quitte le CP1, c'est jusqu'au CM2, on a un diplôme. On quitte la 6e, jusqu'en 3e, on a un diplôme. On quitte la seconde jusqu'en terminale, on a un diplôme. Et après quelques années, la licence, si on est dans le LMD, et le master. Donc, c'est après une période qu'on a un diplôme. Là, on peut vraiment se prévaloir d'avoir suivi un cursus. Et au bout de ce cursus-là, on a un diplôme. Après 2-3 semaines, je pense que la CAF est trop partie trop loin pour appeler ça diplôme. C'est des attestations que les gens ont, les b.a.-ba de l'entraîneurat. J'en veux pour preuve au niveau de Zidane qu'on cite. Après, on l'a ramené à ses chères études pour pouvoir obtenir quelque chose avant de revenir rester sur le banc. Comme le dit Kader, ce n'est pas parce qu'on a été grand joueur qu'on peut tout de suite avoir cette manière-là de pouvoir transmettre la connaissance. C'est différent d'être dans une carrière donnée dans la vie, très excellent, et de pouvoir se prétendre avoir cette manie-là de pouvoir transmettre la connaissance. Il faut apprendre l'art de transmettre cette connaissance malgré qu'on a fait cette carrière-là. Donc c'est là je voudrais en venir. Et aussi quand les entraîneurs obtiennent un diplôme, finalement, il faut avoir une philosophie de jeu. C'est pour cela que j'étais revenu sur le jeune entraîneur. Puis sur Ayivi, on n'en parle plus. Lui, il a fait son histoire. Aux autres de pouvoir s'approcher à lui. Lui, il a fait son histoire. Il continue. Mais je vois que Ntchoudien, encore moins à Menito à côté, mais Ntchoudien aujourd'hui, quand il va dans une équipe, tu sens après une période qui est en train de mettre un impact sur l'équipe et il est en train d'imprégner cette équipe-là d'une philosophie. Vous le sentez au fil des matchs. Donc, j'exhorte tous les entraîneurs à passer par ce canevas. C'est ce que je pouvais ajouter parce que, problème de personnes, nous sommes trop petits pour rentrer. Bon, voilà. Oui, Aristide, oui, les jeunes, ils n'arrivent pas à prendre totalement le pouvoir. Hein. Les anciens sont toujours là. Non, mais pourquoi on parle seulement des jeunes? Pourquoi ne pas parler de tous les entraîneurs? Moi, je pense quand même qu'au Togo, il y a trop de bricolage. Ce qui se fait, c'est du bricolage. C'est-à-dire, on bricole, on gagne un match, on gagne un deuxième match, on dit oui, on a gagné. Et par chance aussi, des fois, on devient champion. On dit oui, grâce à cet entraîneur. Et après, on se rend compte finalement que l'entraîneur, là, c'est un trou. Non, je suis sincère parce que pour être un entraîneur, il faut se former.
Mamadou, tout à l'heure, faisait ce rapprochement entre la licence qu'obtiennent les entraîneurs et également le cursus scolaire. Moi, je pense fondamentalement que ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, on ne peut pas faire cette comparaison. Le cursus scolaire, c'est un cursus académique. C'est juste un exemple qu'il donne. Non, mais on peut pas faire. Non, oui. Au niveau des entraîneurs, ce n'est pas le diplôme. On ne peut pas appeler. Ce n'est pas un diplôme. Ce n'est pas non plus une attestation. Mais c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le grade. C'est un grade. Les arbitres aussi n'ont pas d'attestation, n'ont pas de diplôme, mais ont le grade. Quand tu rentres dans le corps arbitral, tu es d'abord élève arbitre. On te donne, pour être arbitre de district, quand tu es une dame, on te donne 1 année. Tu passes du grade de district. Après avoir obtenu une moyenne de 10, là par exemple, tu deviens arbitre de ligue après avoir obtenu une moyenne de 13. Non, encore 1 an si tu es une dame et 2 ans pour devenir arbitre fédéral. D'ailleurs, vous allez voir que ce n'est pas tous les arbitres fédéraux qui sont en championnat de 2e division ou en championnat de 1re division. Ça veut dire tout simplement qu'un entraîneur doit avoir un vécu. L'entraîneur doit avoir une expérience professionnelle. Quand on sort d'une université, quand on sort d'une école, il faut aller se former. Par exemple, on t'enseigne l'informatique de gestion. Mais ça, c'est de la théorie. Il faut rentrer dans une banque. Il faut rentrer, par exemple, dans une société de télécommunications pour voir est-ce qu'on peut appliquer cette informatique-là à la gestion. C'est ça qu'on appelle l'expérience professionnelle. Ce n'est pas ce bricolage-là où tout le monde dit oui, j'ai la licence et puis on va sur le terrain, on dit aux joueurs de faire 2 tours de terrain, 3 tours de terrain. C'est pas ça. On fait 2 camps. Oui, et puis on fait 2 camps et tout ça là. Sa formation pratique et surtout le vécu. Le vécu exige donc de ces entraîneurs-là à aller faire stage. Ce n'est pas forcément au Togo. On peut aller, par exemple, dans les pays qui nous entourent, aller négocier des stages. Par exemple, à l'Académie Mimosifcom. Tout ça, là, vous parlez, ils vont vous dire que c'est les moyens. Non, mais écoutez, ce n'est pas le club qui vous donnera les moyens d'aller vous former. Je connais, par exemple... Un club peut le faire, mais ce n'est pas une obligation. Mais toi, en tant qu'entraîneur, toi qui veux gagner l'argent, toi qui es un sélectionneur national demain, mais il faut investir dans ta formation et ne pas forcément attendre l'État ou ne pas forcément attendre la fédération ou l'association des entraîneurs pour pouvoir te former. Je donne juste un exemple. Il y a par exemple ici au Togo des journalistes qui ont réussi à percer, à faire leur preuve sur le plan international. C'est parce qu'il y a de cela quelques années, les gens ont vu, bientôt l'éthique devrait être peut-être au premier plan de cette modernisation-là ou de cette nouvelle façon de faire du journalisme. Et aussi, le simple fait d'être un journaliste reporter d'image va permettre peut-être à ces journalistes-là d'être au premier plan. Les gens l'ont fait il y a cela 10 ans. Aujourd'hui, ils sont avec les chaînes internationales comme Canal. Ils sont avec les chaînes internationales. C'est ça qu'on appelle le vécu. C'est-à-dire qu'il faut anticiper les choses. Quel est cet entraîneur ici au Togo qui peut lever son petit doigt pour dire « Ok, moi je peux investir dans ma formation, aller négocier un stage peut-être de 2 à 5 mimosas pour dire, ok, donnez-moi les moyens, je veux suivre comment est-ce que les entraîneurs fonctionnent ici. Qui est cet entraîneur? C'est pour ça, par exemple, vous allez voir que la plupart du temps, le Togo est parfois obligé de sélectionner des sélectionneurs locaux, pas trop justes pour notre sélection nationale. Parce qu'après tout, il a la capacité là de pouvoir diriger ou d'imposer cette discipline. Quel est ce sélectionneur local qui peut aller Bayor, faire ceci, alors qui est ce sélectionneur national qui peut convaincre un binational, par exemple, de revenir en sélection? Voilà les réalités. Et au-delà de ça, l'entraîneur doit savoir qu'il ne suffit pas simplement d'avoir des capacités sportives. Il faut également avoir des capacités, disons, en gestion des ressources humaines. Comment gérer la psychologie des matchs. La plupart du temps, on accuse les entraîneurs que oui, l'entraîneur a fait un mauvais choix. Alors que dans chaque équipe, et même en athlétisme, il est conseillé que l'entraîneur travaille avec celui qu'on appelle le préparateur physique. C'est le préparateur physique qui doit dire à l'entraîneur, oui, telle personne est apte à jouer. Non, telle personne, par rapport aux déchirures, ne peut pas jouer. Non, pas ça. Et à chaque fois, c'est comme on bricole. Ok, je vais juste ce soir-là. Parce qu'entre temps, j'ai vu le système 4-2-3-1 à la télé. Moi aussi, je vais essayer. Sans savoir que c'est du bricolage. J'ajouterais même qu'aujourd'hui, par rapport à cette formation, les entraîneurs, aujourd'hui, il y a Internet, il y a un peu, c'est-à-dire des documents sur le net que les entraîneurs peuvent consulter. Il faut avoir des notions sur les lois du jeu. Il faut consulter les documents de la FIFA. Et également, la notion du droit, le droit privé surtout. Le droit privé qui regroupe le droit civil, le droit des affaires et le droit social. Parlons du droit de travail des conventions collectives pour que l'entraîneur sache que quand je vais signer un contrat, voilà comment se présente un contrat. On ne peut pas se lever du jour au lendemain sous prétexte qu'il y a insuffisance de résultats qu'on doit me renvoyer. Voilà les aspects que les entraîneurs aujourd'hui doivent cultiver. Très bien. Oui, Yeni Sebagui avant, oui. On va terminer. Moi, je pense que mon ami Aristide a été un peu trop loin en parlant de bricolage.
Vous n'êtes pas d'accord avec lui? Je ne suis pas très d'accord avec lui. Est-ce qu'il n'y a pas une part de vérité dans ce qu'il dit? Non, il n'y a pas une part de... Non, surtout dans le bricolage, là, je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que si je prends un exemple de l'un de nos collègues qu'on a salué l'année passée ici, Aïvi Ekoué, qui a fait un bon boulot. Je pense que ça fait partie aussi des entraîneurs du football du Togo, qui a émergé sur le plan africain en rentrant d'abord dans les poules. Donc ça veut dire qu'il n'a pas à bricoler. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Non, j'arrive. Oui, non, je voudrais peut-être rebondir, parce qu'il faudrait quand même que nous tous nous appelions les uns des autres, pour que les auditeurs aussi qui nous écoutent puissent savoir. Non, vous voulez nous dire aujourd'hui que l'Est Togo a réussi à intégrer la phase des poules grâce à Aïvi Ekoué, qui est un meilleur entraîneur, c'est ce que vous voulez dire? Oui, mais qui a fait un bon travail. Non, mais un bon travail, comment est-ce que vous faites cette analyse? C'est-à-dire que pour analyser un entraîneur, il y a plusieurs aspects. Donc pour vous, Aïvi n'a rien fait? Non, je ne dis pas ça. Mais avant d'analyser un entraîneur, il y a plusieurs façons d'analyser un entraîneur. Nous avons des entraîneurs capables, par exemple, d'être à l'aise devant les caméras. Parce que ça fait partie, par exemple, des éléments qui peuvent... Oui, pour vous, Aïvi n'est pas à l'aise devant les caméras. Je ne parle pas forcément d'Aïvi. Moi, je fais une analyse globale. Non, moi, je donne un exemple aussi qu'Aïvi a réussi quelque chose. Non, mais il dit que l'année dernière, par exemple, nous avons salué le travail d'Aïvi parce qu'il a été le meilleur. Maintenant, à ce niveau, je dis, il ne faut pas qu'on analyse les choses de cette façon. Pour juger un entraîneur, on juge l'entraîneur d'abord sur la base des résultats. C'est parce que, par exemple, au niveau de Togo a réussi à intégrer la phase des poules, mais ça ne suffit pas, c'est vrai, par rapport aux résultats. Maintenant, est-ce qu'on doit s'arrêter? L'entraîneur ne se juge pas seulement sur le résultat. Très bien, ok, oui, terminé, coach. Ok, donc merci Aristide, vous avez raison, parce que là, nous, on s'abstient à ce que la CAF nous impose comme diplôme. Si la CAF change une autre méthode d'aller faire nos diplômes, je pense qu'on va se rallier. Mais en ce qui concerne ce que vous venez de dire tout à l'heure, il n'y a pas de bricolage. On se forme, même si la formation n'est pas ce que ça doit être. Un entraîneur togolais aujourd'hui peut quand même faire programmer une séance, ou bien faire une programmation des séances dans la semaine pour pouvoir aller jouer un match. Ça, c'est déjà une formation. Et comment gérer le match? On le fait. Mais même si ce n'est pas ça, on est quand même dans les approches de ce que font, de ce qu'on nous a enseigné. Voilà, même si c'est dans le petit temps, nous faisons ce qu'on nous a enseigné. Aujourd'hui, le football est modernisé, je l'ai dit tantôt. Nous devons apprendre sur les internets, nous devons aller. Par exemple, quand tu cliques, tu vas sur le site Real Madrid, tu verras comment ils s'entraînent. Tu peux aussi apprendre, tu peux aussi voler. C'est là que nous devons exhorter nos entraîneurs. Voilà. À y faire, à faire comme, à apprendre, à toujours chercher, parce que toujours évoluer. Évoluer, c'est large. En matière d'entraîneur, c'est très très large. Par exemple, lorsque vous prenez une séance, vous allez dire qu'aujourd'hui, nous allons travailler sur, l'aspect offensif. L'aspect offensif, c'est quoi? L'aspect offensif, vous pouvez travailler le contre-attaque, les attaques placées, les attaques rapides. Bien, voilà. On va revenir sur ce sujet-là. Avec des stratégies. Oui, si vous le permettez, coach, on va revenir. Oui, on va revenir. Même si on ne le fait pas si bien, on essaie. Vraiment. On va revenir sur ce sujet, si vous le permettez. La semaine prochaine, il n'y a même plus de temps. On va... Ces jeunes qui sont allés même en finale, c'est une première. Pourquoi on n'a pas su garder cette équipe? Mais vraiment, ça fait honte. Non, arrêtons des comédies. Crions directement au sommet que c'est comme ça ne va pas. Point de vue, les auditeurs. Voilà, donc on les a complètement oubliés, hein, mais non, on ne peut pas les oublier. C'est nos chers auditeurs, ils sont toujours avec nous et on va prendre le premier qui arrive. Bonjour. Bonjour, monsieur Franck. Oui, comment vous allez? Je vais bien, merci. Très bien, on vous écoute. C'est Algor, non? Oui, c'est Algor. Ok, rapidement. Oui, et le sujet sur les entraîneurs, ce sujet est vraiment passionnant. Et moi, je suis d'avis avec tous les avis de tout chacun sur le
le plateau, moi j'aimerais dire une chose. Les jeunes entraîneurs dans notre pays, ils veulent tout rapidement prendre leur emploi. Ils ne prennent pas le temps d'apprendre et c'est ce qui le fait énormément de fois. Il a parlé que ces jeunes entraîneurs se reposent et ils prennent le temps de apprendre avant de se lancer. Donc c'est votre avis, voilà. Merci Al Gore. Merci Al Gore. Il faudra qu'il prenne le temps avant de véritablement se lancer, dit-il. Oui, on prend un deuxième. Allô? Oui, bonjour M. Franck. Bonjour, Coro. Il est 11h52. Oui, il ne faut pas regarder ça. Vas-y. D'accord. Le président des coachs, il est sur le plateau, non? Oui, il est là. Il n'a qu'à accepter le mot bricolage là. Oui, d'abord les enseignants n'ont qu'à accepter d'apprendre. C'est pas le fait d'avoir le diplôme qui est le problème. Tu peux avoir le diplôme d'être nul. Si tu as le diplôme, il faut accepter d'apprendre. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc si on parle de bricole, c'est normal. Le mot bricole est là. Tu peux comprendre que sur 10 ou bien sur 20 entraîneurs, il y a seulement 2 qui sont bons. Ah bon? On va parler de bricolage. Faut qu'on n'arrive pas de bricolage, puis lui, il ne comprend pas. Non, mais il donne son opinion. On ne peut pas l'empêcher de dire ce qu'il a à dire. On l'empêche pas, mais il n'a qu'à accepter le mot bricolage. Parce que les entraîneurs, il refuse d'accepter d'apprendre. Il n'a qu'à apprendre. Oui, Coro, c'est pas la dictature. Hein. Oui, c'est pas la dictature. Mais chacun est libre de dire ce qu'il pense. Alors, merci. À très bientôt. Oui, Bocadio Faustin depuis Agbalé-Pédo. Bonjour à toute la population là-bas. S'il y a un dernier qui se positionne, on le prend. Autrement, on va mettre fin à cette émission Samedi Sport sur la référence sportive. Le temps passe très vite, hein? On ne l'a même pas vu passer. Hein? Oui, bon. Merci quand même de votre fidélité. Merci de nous soutenir, de nous accompagner. On va remercier Ibrahim Abdelkader, Mohamed Touré. Merci à Nieni Sebabi qui a bien accepté de venir ici. Merci à Mama Uyao, secrétaire général de l'association des joueurs de foot du Togo. Merci à Aristide Covidien. Merci à Théodore Bloc-Pop, président de Amis du Monde. Merci à Angelo Folico et Roméo Etor, Grégoire Attignon. Merci à Elom Adovon pour la vidéo de cette émission. Merci à NASPM.